Salut les makers, ça fait déjà un mois qu'on s'est quitté sur cette dernière vidéo sur le slider que j'ai réalisé en 3D. Aujourd'hui il est temps de faire un point sur les améliorations que j'ai effectuées sur ce projet et surtout vous détailler un peu comment j'ai programmé tout ça et comment j'ai raccordé tout ça entre les différents composants. Alors déjà, je vais détailler un peu ce qu'il y a dans cette télécommande. Alors déjà, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je suis parti sur un Arduino Mega. Alors pourquoi un Arduino Mega et pas un Arduino Uno? Tout simplement pour avoir plus de broches disponibles pour pouvoir raccorder d'autres trucs. Parce que c'est vrai qu'une fois que vous pluguez votre shield LCD dessus, vous n'avez plus forcément la place pour pouvoir raccorder les choses dessus. Et surtout qu'aujourd'hui, les Arduino Mega, par rapport à il y a quelques années, sont très abordables. On peut en trouver pour une vingtaine d'euros. Donc autant partir sur la carte Arduino qui possède le plus d'entrées-sorties. Ensuite, il y a le petit joystick qui est là. Donc c'est un joystick que j'ai récupéré d'un kit Elegoo. Donc voilà, c'est un joystick qui est tout à fait basique, qui possède un bouton pour pouvoir appuyer dessus et je m'en sers comme arrêt d'urgence. L'écran LCD, le module LCD que j'ai pris, c'est un module LCD qui possède 5 boutons. Plus un bouton de reset. Donc en fait moi ce que j'ai fait sur l'impression 3D c'est que j'ai créé toute la partie télécommande là pour pouvoir appuyer sur les boutons et j'ai laissé un petit trou pour accéder au reset, un peu comme sur des télécommandes ou sur des objets standards lorsqu'il faut réinitialiser, vous venez avec une petite aiguille et puis ça fera le reset. Le reset qui est disponible sur l'écran là vous fait exactement le même reset lorsque vous appuyez sur le bouton rouge reset de l'Arduino. Et enfin, il y a encore une connectique, donc là je suis resté en DB9. Donc mâle ou femelle, c'est à vous de voir. Logiquement, comme vous faites venir la tension de 5 volts pour alimenter votre télécommande juste ici, logiquement ici vous devez être en mâle et pas en femelle comme moi. Moi j'ai un peu biaisé le truc, j'ai mis un changeur de genre, donc c'est surtout question de principe. Logiquement, tout ce qui est tension, on les met pas sur des pins mâles, on les met sur des pins femelles. Et le fait de mettre un changeur de genre, pour moi, quelque part, ça fait double protection parce que je peux aussi l'alimenter via le PC. Donc il peut aussi avoir présence de tension ici. Donc voilà pour la partie télécommande. Maintenant on va passer à la partie slider. La partie slider c'est la partie qui m'a posé le plus de problèmes sur ce projet. Mon chariot n'atteint pas les fins de course. Alors c'est vrai qu'au début je pensais faire simple, je m'étais dit ouais le slider ça se comporte exactement comme un chariot d'imprimante 3D. Vous avez un chariot à diriger sur un seul axe et voilà il ne reste plus qu'à mettre un moteur NEMA devant et à faire bouger le chariot. Seulement ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que ça parce qu'effectivement sur une imprimante 3D vous avez des longueurs qui varient entre 30, 40, 50 cm et là on parlait d'un chariot de 1 mètre de long. Je suis parti sur une courroie beaucoup plus large et beaucoup plus solide. Et au final, pendant la conception, j'ai eu un choix à faire. Soit je rétrécissais les barres pour pouvoir coller avec les différents fins de course gauche et droite. Ce que j'avais pas tellement envie de faire parce que au coup de la barre carbone, c'est un peu dommage de les couper. Il y avait une autre possibilité qui était bien sûr de prendre une nouvelle courroie un peu plus longue qui me permettrait justement d'aller plus loin. Et dans ce cas-là, j'aurais retourné le tendeur de courroie de l'autre côté. Plus le chariot va se rapprocher d'un bord du slider, plus la courroie va se retrouver hyper tendue d'un côté. Ce qui fait que le chariot il va se freiner, parce qu'il sera soumis à trop de contraintes mécaniques. En plus des 4 barres, même si voilà, ça coulisse plutôt bien, dès qu'on arrive au bout, le système il est en galère. Donc pour cette partie-là, c'était un essai, c'était un coup dans l'eau, mais je me suis quand même pas arrêté là, j'ai quand même continué le développement du projet sur la programmation, notamment le développement avec les fins de course qui du coup étaient actionnées à la main. Une dernière solution, c'est peut-être celle que je mettrai en œuvre, et ce sera la dernière amélioration que je mettrai en œuvre sur ce slider, c'est de modifier le chariot pour le faire un peu plus large, pour qu'il atteigne les différents fins de course en bout de course. Alors il y a un élément dont je n'ai pas encore parlé, il s'agit d'un élément essentiel, il s'agit du driver moteur. Donc il s'agit de cette petite carte que voici qui vous permet de diriger la direction de votre moteur, le nombre de pas par seconde qui va être effectué, mais aussi savoir s'il est activé ou non. Donc voilà un schéma qui représente un peu comment fonctionne ce driver moteur. Donc il s'agit du driver TB6560. Donc il y a une partie commande qu'on va relier à notre Arduino avec, comme vous pouvez le voir, le step, en fait c'est ce qui va définir notre vitesse, la direction de notre moteur. Donc ça vous verrez, on n'aura pas forcément à le gérer. Et ensuite enable. Donc enable, ça nous permet d'activer ou de désactiver en fait la puissance sur notre moteur. Mais ensuite, ce qui est très intéressant, c'est justement la partie régulation, la partie
qui va définir un peu comment notre moteur va être commandé, va être régulé. Donc il y a la partie motor current que vous voyez ici. Donc en fait ça permet tout simplement de brider le courant envoyé au moteur. Donc là pour ce faire, vous regardez simplement les caractéristiques de votre moteur NEMA et vous regardez que ça ne dépasse pas, que le courant ici que vous mettez correspond au courant maximal admissible par le moteur NEMA. Il faut savoir que comme marge de sécurité, généralement les moteurs NEMA peuvent supporter 2 fois la puissance maximale admise. Donc si vous le dépassez un petit peu, c'est pas trop grave, il va légèrement surchauffer. Mais si vous restez au maximum recommandé sur votre moteur NEMA, eh bien vous mettez cette valeur-là. Et normalement, votre moteur tournera sans aucun problème et sans aucune surchauffe. Si vous allez un peu plus haut en termes de courant, ça risque de monter un petit peu plus haut. Votre moteur risque de chauffer un petit peu, mais ça ne sera pas dommageable pour lui tant que vous ne dépassez pas 2 fois sa puissance. Après, voilà, je ne garantis rien, ça dépend des constructeurs. Mais en règle générale, 2 fois sa puissance, ça fonctionne. Pour moi, par exemple, j'étais à 1,6 ampères, il me semble, de mémoire. Et j'avais monté à 2 ampères, en fait, le maximum. Ensuite, pour le stop current, c'est une fonction qui permet d'ajuster le courant envoyé au moteur pour maintenir sa position. Donc en fait, vous avez le choix entre 20% du courant ou 50% du courant. Il faut savoir qu'un moteur pas à pas va consommer du courant pour essayer de maintenir sa position. Par exemple, s'il y a une force qui est exercée sur votre courroie, donc là sur la courroie du slicer, si le slicer il n'est pas droit, qu'il y a une gravité qui s'exerce par exemple sur la tension de courroie, et ben le moteur lui va exercer une force contraire, une force opposée pour contrer justement cette gravité. Et vous pouvez ajuster le courant envoyé au moteur pour maintenir cette position là. Bon là comme j'ai pas vraiment de contraintes dessus, par défaut j'ai choisi 20%, mais vous avez le choix entre 20% et 50%. Il faut savoir que ça, c'est pas un choix qui est déterminant. Si maintenant vous avez si vous donnez une consigne de position à votre moteur et que ce dernier n'arrive pas à maintenir la position, il faudra peut-être monter à 50% au niveau de cette fonctionnalité-là. Ensuite, il y a le Excitation Mode. Donc là, clairement, vous pouvez choisir le contrôle des pas du moteur. Donc en fait, vous pouvez définir la sensibilité de contrôle du moteur. C'est-à-dire que vous pouvez commander soit pour chaque pas, soit par demi-pas, soit par huitième de pas, soit par 16e de pas. Donc là, clairement, il faut tester entre les différentes configurations. Pour ma part, avec le moteur que j'ai reçu, le 8e de pas, c'était ce qui était le mieux, le plus réactif par rapport à toutes les consignes de vitesse que je lui ai envoyées. Ce mode permet aussi d'atténuer les vibrations en lissant légèrement le courant. Donc faut vraiment que ça soit adapté à votre moteur et là vraiment pas le choix, il faut tester chaque mode un par un. Et ensuite il y a le decay setting. Donc c'est une fonction qui permet de changer la façon de réguler le courant dans le moteur. Donc au niveau du réglage, le 0% et le 25% sont beaucoup plus silencieux que les deux autres. C'est vraiment la façon dont le moteur est régulé. Et en fait ça va définir la courbe représentative de votre moteur. C'est vraiment à tester, donc c'est ce qui va un peu modifier votre courbe. Donc en fait votre courbe elle va soit démarrer plus tôt, elle va se courber plus facilement pour atteindre la vitesse max. Donc vraiment c'est à tester. Donc voilà pour ce petit composant, mais c'est vraiment ce composant qui est vraiment la partie centrale de tout le projet Slider. Si maintenant je devais faire une conclusion par rapport à ce projet, j'ai appris énormément de choses. Déjà en termes de contraintes mécaniques par rapport à une courroie, la courroie faut pas qu'elle soit trop tendue d'un côté, il faut toujours laisser une marge de sécurité. Et surtout si vous voulez faire un slider d'1 mètre de long, ne partez pas sur une courroie de 2 mètres, ça sera beaucoup trop court. Vous préférez partir sur une courroie de 2 mètres 50, voire même 3 mètres, quitte à couper la courroie et la réajuster par la suite. Vaut mieux prendre trop long que trop juste. Ensuite, au niveau du code, j'étais parti sur un développement en C++, de la partie code et programmation. Sauf que j'avais du mal à faire interagir les différents objets entre eux, j'avais pas mal d'informations à remonter au programme mère, et c'était assez complexe à mettre en œuvre, et je m'étais dit qu'il y avait forcément plus simple.
Et le plus simple pour moi, c'était de pouvoir lancer plusieurs sous-programmes, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et j'ai longtemps cherché comment on pouvait lancer des sous-programmes comme ça, histoire de ne pas avoir un programme qui fasse 15 000 lignes, mais plutôt un programme mère qui appelle ce qu'on peut appeler des sous-programmes. Donc là, je vulgarise à 200%, mais grosso modo, c'est l'idée que j'en avais au démarrage de cette programmation. Ce qui fait qu'à final, je me retrouve avec un code totalement dégueulasse mais fonctionnel, et en plus, j'arrive à m'y retrouver dans les différents fichiers, et c'est ça le plus important. Donc au final, j'ai un code qui est pas du tout optimisé, qui est un peu fait à l'arrache avec les moyens du bord, mais qui est quand même un minimum organisé. Sinon, j'aurais jamais pu arriver au bout de ce programme tout en continuant dans ma logique de programmation. Et c'est ça qui est important dans un prototypage, et c'est là où je vais revenir sur la notion de prototypage. Le prototypage sert avant tout à montrer que quelque chose est possible et que quelque chose est faisable. Et le prototypage nous permet de tester. Il nous permet de tester des choses, de tester des fonctionnalités et de tester des possibilités. Et aujourd'hui, en faisant un projet comme ça, qui mêle impression 3D, électronique et développement logiciel, on peut apprendre énormément de choses. Déjà sur le développement d'un produit, car clairement c'est ce que j'ai fait pendant plus d'1 mois sur ce projet, ça s'appelle clairement du développement produit. Et au final, j'arrive à faire une vidéo qui est slidée sur le projet et j'arrive à avoir un résultat vidéo convenable. Donc le résultat est là et j'ai pu prouver la faisabilité de mon projet. Une autre chose également que j'aimerais rajouter, avant de développer ces sliders, je n'ai pas regardé de projet en amont. C'est-à-dire que je suis parti de rien, je me suis dit comment faire un slider de A à Z moi-même. Sans aller regarder des vidéos déjà faites sur YouTube. Il y en a des tonnes, des vidéos do it yourself sur comment faire des sliders. Il y a même des vidéos qui sont beaucoup plus efficaces que ce que j'ai fait et qui sont beaucoup plus simples que ce que j'ai fait. Et là où je veux en venir avec ça, c'est que de ne pas regarder différents projets vous oblige à vous creuser la tête, à être créatif, à développer quelque chose de nouveau et surtout à développer vos compétences, à vous creuser la tête et à aller toujours plus loin. Sur ce, je vous laisse, ça fait plaisir de reprendre les vidéos, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo qui, elle, portera sur Fusion 360. Sur ce, ciao les makers!